Bon, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence ce soir. On est une petite quinzaine, un peu moins là maintenant, mais il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. On a l'habitude dans les 5 minutes du début du webinaire. Voilà. On est content ce soir de vous accueillir sur cette thématique de l'enseignement du français langue étrangère. On est particulièrement content d'avoir avec nous Marlène qui nous vient du Caire, enfin qui est au Caire, mais qui va nous parler depuis le Caire de sa pratique de l'enseignement du français langue étrangère. Je la laisserai se présenter tout à l'heure. Avant de cela, je voudrais vous partager les résultats d'une enquête que l'on a fait dans le réseau des établissements homologués par notre label Ouverture Internationale. Parce que c'est une question qui fait partie, cette question de l'enseignement du français des langues étrangères est une question qui fait partie du label en tant que tel et qui nécessite que l'on s'y intéresse parce qu'il y a beaucoup de... Attendez, je cherche... Oui. Ce qui nécessite qu'on s'en préoccupe parce qu'en fait, il y a beaucoup d'établissements qui cherchent à développer cette pratique et en même temps qu'ils le font avec des réalités complètement différentes. Il nous semblait important de faire un état des lieux. Alors, c'est un petit état des lieux, puisque je vais vous montrer les chiffres relatifs à cette enquête. On va s'apercevoir qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements qui ont répondu, mais malgré tout, ça nous donne une petite tendance et ça nous permet de situer à peu près comment se positionne la question de l'enseignement du français langue étrangère. Alors, ben, voilà, l'enquête a été proposée à l'ensemble des établissements du réseau des établissements labellisés, soit 1300 établissements. Il y a eu 240 réponses. Et sur ces 240 réponses, il y en a 40 établissements qui nous ont dit avoir une pratique, proposée une formation, un cours de français langue étrangère. Voilà. Sur ces 40 établissements, il y en avait 8 qui sont dans le premier degré, les écoles primaires, 20% à peu près, et 33 qui sont dans le second degré. Et puis, il y en a 4 qui proposent des formations, des propositions de français langue étrangère à des adultes. Alors, vous verrez que la somme des pourcentages dépasse les 100, ben, parce qu'il y en a certains qui proposent à la fois, par exemple, pour des élèves du second degré, collège-lycée, et aussi pour des adultes. Voilà. La question qui nous intéressait aussi, c'était quels étaient les types d'intervenants qui étaient impliqués dans cette formation. Est-ce qu'il s'agissait d'enseignants spécialisés? Est-ce qu'il s'agissait d'enseignants qui faisaient ça en plus de leur métier d'enseignant? Est-ce que c'était des intervenants qui faisaient ça gentiment, gracieusement, sans avoir de formation particulière? Mais on s'aperçoit que dans les intervenants, il y a 10% qui sont des enseignants de FLE strictement et qui sont formés pour ça, strictement. Hein, voilà. Après, il y a 70%, un peu plus de 70% d'enseignants qui sont d'autres disciplines et qui font cela, qui font cette formation FLE en plus de la discipline d'enseignement dans laquelle ils sont. Et puis, il y en a 12% qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément enseignants ou qui l'ont été, mais qui ne sont plus forcément enseignants dans les établissements. Sur l'ensemble de ces personnes, l'ensemble de ces intervenants, il y en a qui ont une formation spécifique, pratiquement 60%, et puis il y en a qui n'ont pas de formation spécifique et qui font ça un peu ils pensent que c'est bien de le faire sans forcément avoir ni les outils ni la formation. Alors, vous voyez que et les pourcentages ne correspondent pas tout à fait, en fait, parce que entre la formation FLE et puis les enseignants FLE et les enseignants autres, parce qu'en fait, il y a des enseignants d'anglais, par exemple, ou des enseignants d'école primaire qui ont commencé leur carrière en enseignant l'anglais, l'histoire-géographie ou en étant enseignant dans une classe de premier degré, et puis qui un jour ont suivi une formation spécifique pour enseigner le FLE. Donc ils le font en plus, ou ils l'en font maintenant peut-être de façon plus principale, mais ça s'est fait en plus et voilà. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qui, au cours de leur carrière, de leur métier d'enseignant, se disent eh ben moi, ça m'intéresse de faire cela et je vais euh, me former à côté pour pouvoir être compétent dans cette proposition dans l'enseignement du français langue étrangère. Voilà. Il y a un certain nombre de dispositifs de formation spécifiques qui existent en France, qu'ils soient des dispositifs universitaires ou des dispositifs liés à des organismes qui enseignent
souvent qui prépare au DELF, mais qui enseigne aussi le français langue étrangère, et donc et qui enseigne les méthodes. Et donc, ça permet en fait d'acquérir des compétences. Et c'est ce que, enfin, Marlène va nous en parler un peu parce que c'est le travail qu'elle fait au Caire. Voilà. Voilà sur ce que je voulais vous dire sur cette enquête qui est, qui a été faite et il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Non, c'est bon, ça, non, vous voyez plus mon écran, c'est bon? Non, d'accord, ben c'est bien, c'est parfait. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, je vais laisser la parole à Marlène. Alors, Marlène, si je peux me permettre, je vais raconter un peu la façon dont on s'est rencontrés en définitive et comment on a appris, comment j'ai appris à découvrir la pratique que vous aviez du français langue étrangère et de son enseignement. Parce qu'en fait, au départ, on s'est rencontrés parce que Marlène était enseignante de français dans un établissement et voulait organiser, on leur a répondu à une proposition d'organisation de séjour en France, d'immersion en France, pour des enseignants qui sont dans des établissements français, pardon, des établissements égyptiens homologués par l'Éducation nationale française pour venir passer un séjour en France. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs participations, plusieurs groupes qui sont venus et ça a été pour nous l'occasion de faire connaissance. Et quand je suis allé au Caire, moi j'ai découvert qu'en plus de ce travail qui était fait d'enseigner le français, que Marlène faisait avec d'autres de ses collègues, eh bien, il y avait un investissement très important à l'Institut français du Caire, avec une énorme reconnaissance de l'Institut français dans la compétence de formation à l'enseignement du français langue étrangère. Et puis de fil en aiguille, on a proposé à Marlène et une de ses collègues, Jeannette, de venir en France à plusieurs reprises pour animer des formations à l'enseignement du français langue étrangère. Voilà, et à chaque fois, c'était un certain succès. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir cette expérience et que Marlène puisse nous dire un mot ce soir de sa pratique. Voilà, j'ajouterais que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une intervention de quelqu'un qui enseigne le français langue étrangère mais qui elle-même est passée par ce passage d'apprendre d'apprendre le français comme langue étrangère, en définitive. Et ça donne une perception et une compréhension de ce que peuvent ressentir les apprenants, mais de ce que doivent aussi maîtriser les formateurs dans les différents éléments relatifs spécifiques, les différents éléments spécifiques relatifs à l'enseignement du français langue étrangère. Marlène, je vais vous laisser la parole. J'ai fait en sorte que l'écran puisse être partagé. Donc, je sais pas, j'imagine qu'il y a un PowerPoint qui va accompagner tout ça. Marlène, on vous écoute. Ah oui, en fait, merci beaucoup, monsieur, pour tout ce que vous venez de dire. Et en fait, moi, je suis enseignante de français dans un établissement catholique à Sainte-Anne, au Caire. Et là, c'est chez les Sœurs de Charité de Besançon. Je suis également enseignante à l'Institut français du Caire, de FLE, FOS. Et je suis examinatrice correctrice d'ELF-DALF. Et également, je suis formatrice de français au secrétariat général des écoles catholiques. Donc, j'ai vraiment une expérience avec le FLE que je vais essayer autant que possible de vous la présenter aujourd'hui. Et je profite en fait pour commencer là ce que j'ai préparé à vous dire. Alors, je vais partager l'écran tout de suite. Voilà, c'est bon? Merci. Et C'est parfait, oui, oui, tout à fait. merci beaucoup. Et donc, j'ai une question vraiment à vous poser. Est-ce que vous pensez le français est facile à apprendre? Parce que vraiment, les Français, je ne sais pas s'ils le savent ou pas. Nous sommes habitués à trouver des problèmes, mais je ne sais pas pour vous, comment vous pensez si le français est facile à apprendre ou pas? Si quelqu'un aimerait bien me répondre, ce serait intéressant. Alors, avant de répondre, il faut que vous ouvriez votre micro, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Je vois qu'il y a certains micros qui sont ouverts. Moi, personnellement, bonjour, je suis Géraldine Marie, j'enseigne l'espagnol au Collège Saint-Pierre-Lévisée de Caen. Et pour répondre à votre question, non, je pense pas que le français soit une langue facile à apprendre.
Merci. Quelqu'un d'autre aimerait bien me répondre pour me dire. Moi, je peux dire, euh, Oui, allez-y. je pense qu'en France, on est les rois de l'exception. Donc je pense que la langue est difficile à apprendre. Après, j'ai une fille qui est à Taïwan et qui apprend le chinois. Est-ce que le chinois est plus facile à apprendre que le français? Je suis pas sûre. Voilà. Bon, après, là, on parle de langue, enfin de langue latine, mais je Oui. ne sais pas de quel point de vue on passe. Oui, en effet, je suis d'accord avec toi, Christine, sur le fait que si on vient du Japon, ça va être plus difficile d'apprendre le français que si on vient d'Italie, ça c'est certain. Mais moi, Oui. je pense aussi que c'est très difficile comme langue à apprendre par ses particularités multiples. Mhm. Bon, on va voir maintenant aux yeux des gens comment le français est-il vu. Alors là, vous avez bien une sorte de blague. Et là, vous avez quelqu'un qui demande au secours des policiers. Et là, vous voyez bien, on se trompe dans les chiffres, dans les nombres. Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 17? Est-ce que c'est 117? Enfin, finalement, vraiment, on est perdu. Et ce qui est intéressant, c'est que le locuteur, en fin de compte, renonce à sa demande et il dit au revoir au policier. Peut-être à un moment donné, c'est une blague, mais finalement, il y a un problème. Parce que si vraiment je suis dans une situation réelle où j'ai un problème et j'ai besoin de la police qu'ils viennent pour intervenir et je vais leur dire au revoir, ça veut dire que moi, je continue toujours à être en danger. Mais c'est finalement une blague. On va voir une autre chose. Là, vous avez monsieur, madame. Alors, bonjour et comment tu allais? Bon, peut-être c'est à l'oral, c'est pas à l'écrit, donc on ne voit pas vraiment l'orthographe des mots, mais finalement, on ne sait pas si c'est un tutoiement ou un vouvoiement. Alors, on est perdu entre tu et aller. Enfin, nous avons un combattant maintenant qui va essayer d'apprendre le français. Et là, il est prêt pour commencer. Et dès qu'il commence à apprendre la grammaire, vous allez voir qu'il commence à se tromper dans le masculin et le féminin. Et quand il passe au vouvoiement et tutoiement, de nouveau, il rencontre des problèmes. Dès qu'il commence les chiffres, bah, il se trompe parce que c'est difficile de mettre 4 fois 20 plus 10. C'est difficile. De plus, quand il commence à essayer de s'exprimer concernant la santé, ben, il ne sait pas si c'est estomac, estomac, comment ça s'écrit. Une fois de plus, il a un problème pour les lettres. Qu'est-ce qui se prononce, qu'est-ce qui ne se prononce pas. Ensuite, il commence à avoir des problèmes concernant les accents, concernant le participe passé. Et un jour, quand il décide, ah, maintenant, je parle correctement le français, il a une baguette et il a une coupe de vin. Ah, le pauvre, il suffit d'aller dans une boulangerie pour être qualifié par la boulangère d'être malheureux, qu'il est quelqu'un de malheureux. Voilà, là, c'est l'apprentissage de la langue française, peut-être aux yeux des étrangers, pas pour vous. Alors, le public visé, en fait, qui va passer par toutes ces expériences, vous avez des enfants, des ados, des étudiants Erasmus, des migrants, des réfugiés, des allophones. Tout ce public est exposé à ce que vous avez vu. Et ce public, en fait, on ne peut pas lui donner les livres de français pour leur dire, ah, tenez, vous allez essayer de les avaler, en fait, les règles de grammaire, juste un verre d'eau et tout ça va passer. Ah non, là, c'est difficile. On ne peut pas le faire avec ce public. Pourtant, on a des objectifs, en fait, avec eux. On aime bien développer les compétences linguistiques et cognitives des élèves. On veut bien une ouverture culturelle et internationale pour eux et leur offrir des opportunités professionnelles futures.
Mais quelle est la différence maintenant entre les cours de FLE et les cours de français pour les natifs? En fait, pour les FLE, les cours sont adaptés pour un public non francophone qui souhaite apprendre le français. Il a des besoins spécifiques pour communiquer et s'intégrer dans un environnement francophone. Tandis que les cours de français pour les natifs se concentrent sur l'apprentissage de la grammaire, de l'orthographe et de la littérature. Donc, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même chose. Et par suite, on essaye de trouver des méthodologies pour essayer de l'apprendre. Donc, nous avons une qui est structuro-globale audiovisuelle. Ça veut dire là, c'est une structure vraiment qui est toujours basée sur la communication, le dialogue et l'image. On a encore une autre qui est une certaine approche communicative. Et ça, c'est pour communiquer dans des situations réelles. Et une troisième qui est actionnelle. Et là, c'est pour les situations authentiques. Il veut bien apprendre à se présenter, à demander son chemin, à exprimer son opinion. Là, c'est complètement différent en fait des règles de grammaire. Et il y a un site ici que je vais vous laisser comme un site internet. Je vais essayer de vous le montrer pour vous montrer encore un peu comment on peut, voilà, pardon. Voilà, ça c'est ce site. Sur ce site, en fait, vous allez trouver des activités pour accueillir un élève allophone. Voilà, vous avez ici des activités. Vous pouvez télécharger les fiches et les fiches vraiment sont riches parce qu'il y a une diversité d'activités là. Vous avez les lettres de l'alphabet, vous pouvez entourer, vous avez vraiment relier, écrire. Donc, vous avez plein d'activités ici pour travailler avec ces élèves. En plus, vous avez encore pour découvrir en fait la graphie, mémorisation du lexique et tout cela, il y a plein d'activités que vous pouvez utiliser avec vos élèves en classe. Voilà, il y en a plein ici et avec une vraiment diversité d'activités qui vont vous rendre service. Puis, je passe au cadre européen commun de référence pour les langues. En fait, ce cadre, il a des objectifs et parmi ces objectifs, c'est le fait de demander qu'on essaye de évaluer des compétences pour l'apprenant. Lui, il doit les développer et nous allons les évaluer. C'est la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite et l'expression écrite. Et pardon, concernant ceci, pour la compréhension de l'oral, la capacité à comprendre le français parlé dans diverses situations. Donc, l'élève va écouter des conversations, des annonces, des publicités et il doit répondre aux questions. Pour la compréhension de l'écrit, il doit bien lire des textes, des articles, des romans, des panneaux. Il doit comprendre le contenu et répondre aux questions. Pour la production orale, il doit s'exprimer à l'oral d'une manière claire. Il doit poser des questions, il doit donner son avis. Pour la production écrite, il va écrire des textes cohérents, des messages, des lettres, des rédactions.
Et bien sûr, ceci est à travers des niveaux. Ça veut dire on va évaluer l'élève d'après tout ce qu'il a fait dans ses quatre compétences pour, pour trouver son niveau. On va le positionner dans ce cas-là. Donc, il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nous avons deux niveaux qui sont débutants, deux intermédiaires et deux avancés. Pour le niveau A1, c'est introductif ou découverte. Donc, A2, c'est intermédiaire ou usuel. Quand on passe au indépendant, le B1, c'est un niveau seuil. Et puis le B2, c'est un peu avancé au indépendant. Mais quand on passe au C1, c'est l'autonomie en fait et la maîtrise. Donc, il devient de plus en plus expérimenté. Il y a également un DELF prime. Donc, il y a un DELF pour les enfants. Pour les écoliers, les tout petits, il y a encore trois niveaux de DELF. Il y a A1.1, A1 et A2. Pour l'âge, pour vérifier qui peut faire ces niveaux, en fait, l'âge de 7 à 11 ans, il peut faire le DELF prime, A1.1, A1 et A2 prime. L'âge de 12 à 17 ans, ben, il peut faire de A1 junior jusqu'à B2. Tout public, là, c'est quand l'âge dépasse 17 ans, ou bien les adultes, ben, ils peuvent faire jusqu'au C2. Donc, C1, C2, ce ne sont pas des tests convenables pour le niveau junior. C'est pour les adultes. Et là, c'est presque la forme des examens. Vous allez trouver qu'il y a les quatre compétences à la première page. Il y a la note maximale, il y a la durée, et là, ici, il y a le contenu des quatre compétences. Bien sûr, pour chaque niveau a la même page d'émargement. Et là, ici, c'est également un site que je vais vous montrer tout de suite. Et ce site, voilà, une minute. Non. Voilà. Là, c'est un site sur lequel vous pouvez vous informer et vous pouvez trouver tout ce que vous voulez concernant Delphes Prime, Delphes Junior. Vous allez avoir aussi la description des épreuves. Voilà, en détail, tout ce que vous voulez savoir. Vous allez aussi trouver des sujets, des conseils pour A1, A2, B1, B2. Vous avez également le calendrier, les inscriptions, vous avez tout. Et vous pouvez également trouver des examens. Donc, vous pouvez voir quel est le contenu. Il y a également les audios, il y a la transcription et il y a les corrigés. Il y en a tout sur les sites. C'est bon, vous me suivez? Pas très fatigué encore? Non, non, ça va. Ça va, ça va. Il y a beaucoup, beaucoup Merci. d'informations. Il va falloir reprendre ça. Mais heureusement, on pourra bénéficier du PowerPoint pour se rafraîchir la mémoire à tête reposée. D'accord. Alors, ensuite. Alors, pour les professeurs aussi qui aimeraient bien ajouter des cordes à leur arc, en fait, vous pouvez aussi être examinateur correcteur. Donc, vous pouvez vous présenter pour suivre des stages. Et après ces stages, en fait,
on peut vous donner une attestation que vous êtes bien habilité d'examinateur, correcteur pour le DELF, d'après le niveau que vous allez obtenir. Mais quand vous êtes des Français natifs, donc un C2, je pense que ce serait le minimum. Maintenant, je passe à l'apprenant. Et en fait, quand l'apprenant arrive, c'est en fait ce que vous voyez, ce sont toutes les informations qu'il a en tête à propos de la France. C'est le maximum. N'importe quel apprenant qui arrive pour apprendre le français, il est toujours intéressé par la Tour Eiffel, par le croissant, par l'amour. C'est tout ce qu'il a comme petite idée à propos de la France. Point final. Sauf que lorsqu'il est en classe de FLE, il ne sait pas quoi faire. Les autres travaillent et lui, peut-être, il est un peu bloqué ou bien il ne sait pas encore avancer. Qu'est-ce qu'il cherche alors à ce moment-là? En fait, il cherche une certaine sécurité. Si vous voyez bien le caricature, en fait, le garçon est très mince. Il n'est pas bien nourri, bien sûr, de français. Qu'est-ce qu'il veut? En fait, il a besoin de se sentir protégé. Ça, c'est vraiment un besoin, un vrai besoin pour cet apprenant. Qu'il est tranquille, qu'il a une certaine confiance en soi, que le prof l'entend, que, en fait, il peut répondre aux questions ou bien que le prof répond à ses besoins. Il a parfois besoin d'une certaine sécurité affective. Alors, qu'est-ce qu'il a? Cet étudiant ou cet apprenant, il a toujours la peur. La peur, c'est une émotion vraiment porte-parole du besoin de sécurité non comblé. Et par suite, il y a 4 besoins très importants pour qu'il s'engage en classe. C'est très important de lui donner le besoin, en fait, qu'il a confiance en soi-même, qu'il y a de l'espoir, vraiment qu'il peut réagir, qu'il peut répondre correctement, qu'il n'est pas inférieur aux autres, qu'il sente aussi sa vraie valeur, qu'il a une valeur, qu'il est valorisé et qu'il est compétent. Par suite, il faut faire attention à ce que chaque élève a un style d'apprentissage différent. En fait, il y a toujours 3 types d'apprenants. Il y a un qui est visuel. Et il comprend toujours lorsqu'il voit des vidéos, lorsqu'il voit des dessins. Là, il peut réagir et il peut comprendre facilement. Un autre qui est plutôt auditif. Dès qu'il entend ce que vous dites, ben, il assimile, il saisit. Mais un autre qui est kinesthésique. En fait, il a besoin de faire des jeux, de bouger, d'aller, de venir, de faire une certaine activité pour qu'il puisse à comprendre ou bien à apprendre ce que vous voulez lui donner comme information. Et bien sûr, il a besoin de motivation. Chaque fois, en fait, qu'il fait des exercices, on le motive, on l'encourage. Ben, il commence à avoir confiance en soi. Et c'est très important le plaisir lorsqu'il travaille le français. C'est comme ça qu'il commence à avancer et qu'il commence à apprendre. Un élève motivé, il est disposé à s'engager et à consentir des efforts. Il peut vraiment tout faire. Si vous voyez maintenant l'élève, en fait, avant, vous voyez bien, peut-être découragé, peut-être il est plié sur soi-même. Or, après, tout de suite, c'est complètement le contraire. Il commence à participer, à lever le doigt. Il n'a pas peur de réagir, il n'a pas peur de répondre, parce qu'il n'a pas peur aussi de la réaction des professeurs. Ça, c'est très important. Parce que si le prof est parfois ferme,
ou bien ils donnent parfois des commentaires qui sont négatifs, en fait, parfois, l'élève ou l'enfant se sent intimidé, humilié, ou bien il ne veut pas écouter des moqueries et il refuse de participer. Donc, ça, c'est une phase très importante, en fait, dans l'apprentissage. En plus, il a besoin d'un certain feedback qui est constructif. Quand il fait des erreurs, on essaye, en fait, de lui donner des commentaires pour lui apprendre comment il peut corriger ce qu'il fait. Ça doit être constructif et avec une attitude positive. C'est très important de ne pas donner de jugement. Quand on donne des jugements, les élèves refusent de continuer avec le français ou bien en général avec les langues. Donc, parfois aussi, quand on fait des emojis, en fait, ça leur plaît. Aussi, il a un certain besoin de savoir la culture. Et ça, c'est une progression logique, si vous voulez. Parce que s'il n'est pas intégré dans la culture, comment il pourra comprendre ce qu'il est en train d'apprendre? Si on lui donne un peu plus de culture, comme vous voyez, parfois même les expressions idiomatiques du pays, si vous parlez là de la météo, ben, la température actuellement au Caire, c'est à peu près 36 degrés. Je pense à Paris ou en France, la température est complètement différente. Donc, le climat est différent. Et par suite, si on va leur expliquer ces expressions et ils ne sont pas dans un temps où il fait froid, bah, ils ne vont pas comprendre. Mais si on essaie de faire le lien entre la géographie du pays, entre ce qu'on vit, ça va leur donner plus de culture et plus de connaissances. Il y a également les stages d'immersion. Ils peuvent aller dans une autre région, dans un autre lycée. Et il y a aussi les voyages de découverte. Heureusement, je pense que vous avez les voyages Erasmus, parce que en fait, on n'a pas cette opportunité au Caire. Mais je pense que les étudiants en France profitent bien de cette expérience. Donc, vraiment, vous avez de la chance. Je passe maintenant au professeur. Donc là, moi, je suis prof de FLE. Alors, le prof maintenant, qu'est-ce qu'il rencontre? Alors, là, c'est la prof qui entre en classe. Bon, les personnes, en fait, les professeurs qui débutent leur carrière, c'est un choc pour eux. Et les profs qui sont expérimentés savent bien de quoi je parle. Vraiment, le vrai choc, c'est quand la prof ou le professeur en général a préparé son cours, il a préparé ses activités, il a bien travaillé en classe. Et lorsqu'il commence à poser une question, vraiment, il découvre que chacun est dans son monde et personne n'a compris ce qu'il est en train de dire. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour le professeur, j'imagine. Donc, le premier défi, c'est toujours l'hétérogénéité. Et là, on a trouvé beaucoup de facteurs qui les causent, en fait, d'après des statistiques. Et là, ces statistiques ça montre vraiment que les élèves qui sont chez nous en classe ou bien dans le monde entier qui veulent apprendre le français, il y a beaucoup de facteurs qui influent. Ça peut être les facteurs familiaux, ça peut être les niveaux culturels, intellectuels, ça peut être les facteurs génétiques, ça peut être le manque d'intérêt à la langue. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui influent sur ce domaine-là. Et merci bien pour Madame qui avait parlé à propos de la langue chinoise. En fait, les sinophones, comme vous les voyez,
ils peuvent écrire verticalement et horizontalement. Vous voyez bien, d'abord, ils n'ont pas d'alphabet, ou bien leur alphabet, c'est des dessins ou des symboles pour nous, mais pour eux, c'est leur alphabet. Si je vous parle des arabophones, en fait, nous, nos élèves, enfin, les élèves du monde arabe, pas uniquement de l'Égypte, ils écrivent de droite à gauche, donc un sens inverse complètement du français. Je vous donne aussi d'autres différences pour nous, les arabophones, pour le masculin et le féminin, et le pluriel. Oui, En fait, le genre et le nombre, ça veut dire on a des mots au singulier qui sont masculins, et dès qu'on les met au pluriel, ils deviennent féminins. Et le contraire, on a des mots féminins, et dès qu'on les met au pluriel, ils deviennent masculins. J'aimerais bien vous dire aussi que nous avons pour le pluriel trois genres de pluriel, trois formes. Donc, une fois qu'on est en classe et vous commencez à entendre des questions qui sont bizarres de la part des élèves, c'est pas que les élèves ne sont pas sérieux. C'est pas que ce sont des élèves stupides. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Pour un étudiant qui est habitué à écrire verticalement ou horizontalement, donc si on lui dit que le français c'est obligatoire d'écrire dans un certain sens, ça peut le perturber. Si vous êtes avec les arabophones, et parfois j'ai des élèves qui me posent la question, Madame, une montre au pluriel, c'est féminin ou masculin? Là, la question, en fait, c'est une question très sérieuse. Parce que quand nous allons mettre le mot en arabe au singulier, quand on le met au pluriel, parfois ça change de genre. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, le petit? Lorsqu'il pose cette question, il est vraiment sérieux. Et à ce moment-là, c'est très important de leur répondre et de leur répondre sérieusement, de ne pas banaliser la question parce que là, il était vraiment dans un état d'intelligence, il était en train de faire une comparaison entre les langues. Et comme il est seul là, donc tout de suite, il fait recours à sa langue maternelle. J'aimerais bien vous dire aussi que pour les Russes, les Ukrainiens, en fait, en ce qui concerne l'ordre de la phrase, lorsqu'ils essayent de suivre l'ordre de la phrase en français, ça change le sens pour eux en russe ou en ukrainien. Bon, c'est complètement compliqué. Je veux dire par tout cela que les étudiants que nous avons en classe, lorsqu'ils posent des questions qui sont parfois, pour nous, qui peuvent nous paraître des questions qui ne sont pas sérieuses ou banales, c'est qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils posent comme question. Donc, un défi pour nous, ou bien pour les professeurs, le fait de gérer l'hétérogénéité. Parce que l'enseignant a pour mission d'amener chaque élève à son meilleur niveau de connaissance et de compétence. Et vous allez voir la prof, après tant d'efforts, elle fait de son mieux pour arriver à ce que les élèves comprennent. Il y a un qui sourit, un qui est sous la table. Elle est crevée, mais finalement, les élèves n'ont pas appris. Donc, nous devons changer maintenant les approches. Ça veut dire, au lieu d'avoir une seule approche unique, qui est la prof, on doit changer pour en avoir des multiples. Que l'élève essaye de trouver l'information de plusieurs sources. Qu'est-ce que nous allons faire? On va faire apprendre par les pédagogies actives. Alors, c'est quoi la pédagogie active? En fait, la pédagogie active, c'est le fait d'engager les apprenants dans une posture active. Il va essayer d'être, en fait, dans les activités. Il va être acteur lui-même.
il va participer dans ce qu'il va faire. Donc, on va leur faire des jeux, de la théorie, de la pratique. Plus, plus, égale de bons résultats. Surtout, 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 il faut donner envie à l'élève. Vous voyez bien le cœur rouge. Avec cette pédagogie, c'est très important de donner envie à l'élève pour qu'il accepte de continuer et d'apprendre. Et pour cela, on a des formes pour la classe. Ça veut dire, c'est très important maintenant d'aménager l'espace pour installer les élèves. On a des îlots où on peut ici travailler en groupe. On a la forme U si on va faire une discussion avec eux ou bien cercle. Ici, en fait, les demi-lunes, si il va travailler en binôme, ils peuvent s'installer comme ça. Donc, il peut travailler seul, en binôme, en groupe réduit. Et dans ce cas-là, le professeur, son rôle serait uniquement accompagnateur, guide pour les élèves. Un coach, non pas un prof qui donne vraiment les méthodes traditionnelles. Donc, avec la pédagogie active, l'enseignant perd son rôle d'expert. Je ne veux pas dire par cela qu'il n'est pas expert. Non, je veux dire il n'est pas là uniquement pour être la seule source de l'info. On va donner une liberté totale à l'étudiant. Ça va être comme un exercice, mais un peu plus long. Ils vont apprendre à appliquer. C'est très important qu'ils appliquent, sinon ils ne vont rien apprendre. L'enseignant, là, il ne fait rien. Il ne fait rien, ça veut dire il doit bien respecter l'autonomie de l'élève. Il doit bien respecter le temps qu'il a pour faire son travail. L'étudiant ne voit plus toute la matière. Il voit uniquement une partie dans laquelle il va essayer de faire de son mieux. Et on élimine le cours magistral, on vise la production collective. Donc, ce n'est que du travail en groupe. Comme vous voyez là, les apprenants qui vont faire une tâche pour arriver au savoir, alors ils ont ici des ressources documentaires, ils ont les professeurs, ils ont les formateurs, ils ont les livres. Donc, ils vont chercher plusieurs sources pour arriver à leur tâche. Ce qui veut dire que les avantages des pédagogies actives, c'est le développement de l'autonomie, le renforcement de la confiance en soi, amélioration des compétences sociales, stimulation de la créativité et apprentissage par l'expérimentation. Et pour vous dire les techniques un peu de la pédagogie active, on a apprentissage par des projets, donc ils peuvent faire des projets. On a par problème, ça veut dire ils vont essayer de trouver des choses à résoudre. Il y a apprentissage par défi, donc il y a des tâches difficiles, il y a des activités ludiques par jeu, classe inversée, enseignement en situation authentique et jeu de rôle. Et voilà, finalement, la prof parvient après cela à essayer de travailler maintenant avec tout le groupe. Et vous voyez que maintenant, tout le groupe a réussi et la prof a réussi sa tâche. Monsieur, j'ai encore du temps ou c'est terminé? Oui, non, il y a encore un petit peu de temps. Ah oui. D'accord. Maintenant, je passe à un deuxième défi, en fait. Quand vous avez un prof qui arrive et qui trouve que il va donner aujourd'hui tout ce qu'il ne faut pas faire, je ne sais pas quoi, un monsieur très traditionnel. Et là, vous trouvez les professeurs avec tout ce caricature qui reste dans la salle des profs pour dire que les élèves sont différents, les générations, et ils commencent à se plaindre. À vrai dire, la réponse est très simple. C'est que maintenant, nous sommes avec la génération alpha.
En fait, de 95 à 2009, il y avait la génération Z. La génération Alpha a commencé en 2010. Et cette génération, à vrai dire, si on dit 2025, ou en fait, c'est 2024, fin, parce que 2025 a commencé la génération bêta. Donc, ils ont actuellement 14 ans. Si nous sommes maintenant dans les écoles avec des élèves de 14 ans qui ont alpha et d'autres élèves qui ont en fait 16 ou 17 ans, génération Z, donc dans les établissements, on a deux générations actuellement, ce qui est très difficile. Mais la génération alpha, qu'est-ce qui est très spécifique pour elle? C'est une génération, en fait, qui a eu la COVID. Donc, cette génération a commencé le travail en ligne, l'étude en ligne. En plus, c'est une génération qui a toujours la technologie. Et on les appelle alpha parce qu'ils représentent la première génération du 21e siècle après les Z. Et qu'est-ce qu'ils ont? Cette génération, en fait, l'utilisation de la technologie est aussi naturelle que respirée pour elle. Ils sont souvent considérés comme les natifs numériques. Donc, c'est très difficile de traiter avec cette génération. Comment on peut faire pour le FLE avec elle? Comme vous voyez, ils apprennent toujours par les smartphones, par les ordinateurs, par la technologie. Donc, on va commencer à les enseigner avec le numérique. Ce qui est plus important encore, c'est l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'intelligence artificielle? L'usage des enseignants, en fait, ça va être différent. On peut créer un matériel pédagogique avec l'intelligence artificielle. On peut faire des recherches, on peut faire des corrections, on peut avoir un effet en retour. Tout cela, c'est pour les enseignants, avec l'intelligence artificielle. Pour les élèves, pour les élèves, il y a une partie qui est non permise. En fait, c'est là où ils vont trouver les solutions rapidement et ils vont les copier. C'est là ce que nous allons refuser. Mais ça peut les aider à l'apprentissage, à faire des recherches, à réaliser ce qu'ils veulent, l'éducation aux enjeux. Donc, l'intelligence artificielle, vraiment, qu'ils ont trouvé dans la technologie, on va essayer maintenant de l'utiliser pour leur apprentissage. Et là, il y a un site internet qui s'appelle Le Point du Fleu, là où il y a le site La Trousse du professeur. Là, vous allez trouver plein de sites concernant l'intelligence artificielle que vous pouvez bien utiliser dans vos classes. Ce qui me reste à vous dire, c'est que les compétences du professeur de FLE, un peu de patience, il a besoin en fait du sens de l'observation, il doit observer ses élèves en classe, les motiver, être tolérant et il doit bien s'adapter avec le public qu'il a, trouver la pédagogie bien sûr convenable. Il doit être aussi pédagogue et flexible pour accepter ce qui se passe en classe, trouver des activités différentes et ainsi de suite. Et je vous remercie pour... C'est c'est pas très français tout ça. Et en fait, c'est dans toutes les langues, je pense. Oui, c'est ça. Comme ça, pas seulement FLE, mais on peut trouver aussi en anglais, en allemand et ainsi de suite. Bon, très bien. Alors, Et moi, voilà, je vous remercie. merci Marlène. Je retiens ce que vous nous avez. D'abord, c'est une introduction intéressante parce que ça nous a alerté, ouvert un certain nombre de pistes ou d'éléments de réflexion. Il y a des ressources avec les sites internet que vous avez donnés. Et finalement, je m'aperçois, mais je l'ai déjà vu en vous écoutant, c'est qu'en définitive, les aptitudes qu'on demande, qui sont attendues pour un professeur de FLE, sont globalement celles qu'on attend de n'importe quel enseignant.
avec cette spécificité qui a une attention particulière à avoir, parce que les gens que l'on a en face de nous, que ce soit des jeunes ou des adultes, ils ont une difficulté supplémentaire et une approche, et on l'a vu avec les exemples au niveau de la perception, enfin, la pratique du langage et de l'écriture, ils ont eu une approche qui est complètement, enfin, qui peut être complètement différente et pas cohérente ou pas logique avec l'enseignement, enfin, avec la langue française. Voilà. Donc, on peut prendre un petit moment de questions-réponses si vous le souhaitez. Bien sûr, plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des... Vous levez la main, si vous voulez bien, soit de façon physique, enfin physique, oui, pour qu'on vous voit à l'écran, soit de façon en agitant la petite main qui va bien, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Oui, oui, Yvan. Yann, pardon, Yann, excusez-moi. Alors, c'est Dites-nous. peut-être pas Yann, c'est peut-être Vincent, mais c'est sur le Ah, compte de l'établissement. En fait, oui, moi, je me disais, donc, établissement, on est en Normandie, c'est par rapport à notre collègue là, qui est au Caire, euh, avec des spécificités, parce que nous, finalement, on n'a pas de profs qui font le FLE, on a des profs qui ont, comme les 70% qui ont enseigné, profs de langue, profs de français, qui ont accepté de faire du français langue étrangère. Alors, souvent, la difficulté, c'est la question de la rémunération parce que soit ils oui. le font avec des heures qu'on arrive à trouver, mais c'est pas toujours facile. Yann, on vous a perdu. Enfin, pas Ah, Yann. Un petit problème de connexion? Je sais pas. On vous a perdu. Bon, on va voir s'il y a une autre question éventuellement, parce que là, pour l'instant, ça marche pas bien. Ah, oui, allô? Bon. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que quelqu'un aurait ou une remarque, hein, c'est pas forcément une question. Bon. Moi, je dirais simplement que sur la question qui a été, j'ai cru comprendre à mi-mot la question qui a été évoquée, celle des moyens pour faire assurer ces enseignements. C'est sûr que c'est une difficulté. C'est une difficulté d'ailleurs que je ne l'ai pas relevé tout à l'heure, mais qui a été notée dans l'enquête quand on demandait aux établissements quels étaient les besoins, enfin quels étaient ce qui serait nécessaire pour eux. Il y avait cette question des moyens qui étaient insuffisants. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de solution miracle, parce on peut toujours utiliser des ressources propres à l'établissement, des ressources privées, en faisant contribuer les familles, en trouvant un sponsor ici ou là. Mais il y a pas, c'est pas évident, c'est pas simple. Alors peut-être que parmi les participants, il y en a non. qui ont trouvé des solutions par rapport à cette question du manque de moyens, de la difficulté des moyens en tant que tels. Vous Est-ce qu'il y a m'entendez ou pas, des... non? Oui, on vous entend à nouveau. Désolé, c'était pas uniquement la question des moyens, mais c'était pour dire un peu les profils des jeunes qu'on accueillait. On a soit des étudiants qui viennent passer une année, 6 mois, des fois des formats plus courts, et qui vont choisir finalement le pays d'accueil. Généralement, ces élèves viennent avec une envie, une motivation, des fois des familles qui sont porteurs, et aussi, il ne faut pas se cacher, certains moyens. Je remarque, parce que j'en ai accueilli moi à la maison, que ces jeunes apprennent très facilement le français. Même en partant de zéro, en une année, ils peuvent passer le bac de français pour ceux qui sont en classe de première. Et puis, on a les autres qui sont en situation de migration, qui n'ont pas toujours choisi. Et pour cela, c'est des fois un peu plus difficile l'apprentissage, tout simplement parce qu'ils sont dans deux langues. Le français à l'école et puis la langue étrangère, enfin pour nous, évidemment à la maison. Et pour cela, l'apprentissage peut être plus difficile, euh, Hmm. un petit peu plus long. Et c'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte à ces deux publics qui partent pas avec les mêmes chances finalement, suivant les situations. Enfin voilà, moi c'est un petit retour que, Oui, que, oui, que je peux merci. faire par rapport à l'établissement et c'est toujours le grand écart, quoi, en quelque sorte. Hmm. En fait, ce que je comprends, c'est que quand la situation est obligée, mais ça, on l'imagine assez facilement, la motivation dont Marlène nous parlait comme facteur d'apprentissage, aller chercher la motivation de l'élève, c'est vrai qu'aller chercher la motivation de l'élève de quelqu'un qui est en situation de migration et qui, avec un avenir incertain, c'est vrai que c'est plus compliqué que d'aller chercher la motivation de quelqu'un qui est bien installé dans le pays. Il y a ça, Marlène, au Caire, vous avez Oui. des jeunes qui apprennent le français et qui sont dans des situations précaires? En fait, c'est rare.
Parce que là, les étudiants que nous avons eus comme immigrés, c'était en fait, on a eu les réfugiés, les Soudanais. Nous avons 9 millions Mhm. de Soudanais et les Soudanais préfèrent l'anglais, non pas le français. Eh oui. On a, par contre, à l'Institut français, on a les Yéménites. On a un groupe de Yéménites, mais ils sont intéressés par le français parce que je pense qu'ils ont des familles qui habitent en France et ils veulent étudier pour pouvoir les rejoindre en France. Donc, ils essayent de s'intégrer, enfin si vous voulez, d'étudier le français autant que possible à l'Institut, mais finalement, ils continuent en France. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, ouais. La question qui se pose aussi, je rebondis sur ce que vous venez de nous partager, c'est que en fait l'accueil de jeunes ou de familles en situation, enfin migrantes, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et qui ne se fait pas tout seul. La question de l'apprentissage du français, c'est un des éléments parmi tout un tas d'autres éléments autour de la socialisation, autour de la compréhension de la culture, etc., etc. Et c'est vrai que l'expérience qu'on a eue avec l'accueil de migrants irakiens, par exemple, mais aussi des pays du Moyen-Orient, mais aussi des pays je pense à l'Afghanistan ou même à l'Ukraine. C'est vrai qu'à partir du moment où on veut accueillir, enfin, il y a des gens qui arrivent et que l'on veut accueillir dans nos établissements, ce qui est important, c'est de ne pas le faire tout seul, parce qu'il y a des choses on peut pas gérer, il y a des choses qui tout seul, voilà. Et ça, ça règle pas tout à fait le problème de la motivation, mais si on s'y met à plusieurs, on peut arriver progressivement à des progrès ou enfin, des progrès dans la qualité d'accueil. Je pense à des exemples très précis dans la ville où j'habite, avec l'accueil de réfugiés irakiens, il y en a certains qui se sont intégrés assez vite, parce qu'il y avait la motivation, il y avait la capacité aussi, on va dire, sociale. Il y en a, il a fallu plus de temps, mais on a fini, au bout du bout, on a fini par faire en sorte que tout le monde trouve une place. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marlène? Bon, très bien. Je vois qu'on arrive au terme de notre heure. Ça passe toujours très vite. Vous pourrez retrouver l'enregistrement on va vous envoyer le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Et puis ainsi que Marlène est d'accord, j'imagine, pour nous transférer son PowerPoint. Donc ce sera, voilà, vous avez vu, vous aurez aussi, il y a aussi quelques petits outils intéressants et des petites blagues qui peuvent être réutilisées. En tout cas, qui peuvent nous aider, nous, à comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Quand on a un enseignant qui dit, mais je ne comprends pas que les élèves ne comprennent pas. Même si ce sont des élèves français, parfois, ça peut être intéressant d'avoir quelques exemples humoristiques pour comprendre que c'est pas toujours facile de comprendre. Voilà. Concernant ces propositions de webinaire autour du label Ouverture internationale, évidemment, on va laisser passer l'été sans qu'on vous en propose, mais dès la rentrée prochaine, dès le mois de septembre, on va recommencer un cycle en focalisant bien sur les attendus du label, en repérant dans ces attendus ceux qui sont peut-être les plus difficiles ou les plus spécifiques à mettre en place, en travaillant aussi sur les motivations pour ceux qui sont engagés dans le niveau 1, la motivation à passer dans le niveau 2. Là, on voit qu'on a un travail à faire, nous, au niveau national, mais aussi avec les commissions locales, parce qu'il y a un certain nombre d'établissements qui restent au niveau 1 et qui ont du mal à déclencher le passage au niveau 2. Donc, on voit il y a quelque chose à accompagner dans ce domaine-là. Voilà. Donc, on relance la proposition de webinaire qui seront autour, globalement, le premier lundi du mois, sauf cas particulier. Et on vous enverra un calendrier avec des propositions de thèmes et de dates avant la fin de l'année. Là, voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci à Marlène, merci à l'équipe du label, Marie-Caroline, Véronique qui sont là. Et merci à tous les amis. Et Marlène, à très bientôt au Caire. Enfin, je ne sais pas quand, mais en tout cas, à très bientôt, quoi qu'il arrive. Bien sûr, bien sûr. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Au Merci revoir. Marlène. Oh, merci beaucoup, Marie, Caroline. Merci, Véronique. Au revoir.